Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'être à nouveau en compagnie de Luc Tillier. Salut Luc. Salut Julien. Que vous avez déjà peut-être vu dans une vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous remets le lien pour aller voir. On avait parlé de SCI et de financement bancaire, C'est ça. si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et aujourd'hui, on va parler de… La SCI contre la SARL de famille. D'accord, donc ça, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup puisqu'on me pose souvent la question. Donc si vous voulez savoir, grosso modo, quelles sont les grandes différences, c'est un peu ça. Ça suit tout de suite après. Eh bien, c'est juste après le générique. Ok Luc, donc écoute, je pense que le sujet est assez vaste pour que tu aies beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les différences entre la SCI et la SARL de famille? Voilà, donc quel cas on choisit l'une plutôt que l'autre, qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur et tout ce que tu peux juger Utile. Eh pour les gens qui bien nous sûr. regardent. Alors c'est vrai que souvent les investisseurs dans l'immobilier se retrouvent quand ils souhaitent investir à plusieurs, en couple, en famille, avec des amis parfois, devant la contrainte de dire j'ai envie d'investir non pas en nom propre mais au travers une structure, au travers une société, avec une personne morale, sauf que je ne sais pas laquelle prendre. Et il y en a deux qui se distinguent majoritairement dans l'immobilier, c'est la SARL de famille ou la société civile immobilière, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS. Par contre, c'est souvent méconnu les différences qui s'opèrent entre les deux et les personnes se retrouvent à être perdues ou s'orientent mécaniquement vers la SCI parce que on l'a mis tel quel comme mythique pour obtenir du financement, mythique pour la transmission, mythique pour développer son patrimoine, alors qu'il peut y avoir un certain intérêt pour la SARL, mais pas que. D'accord. Alors, Okay. Dans quel cas? Eh bien, la première chose, c'est que la SCI, donc la Société Civile Immobilière, elle a la possibilité d'être à l'IR ou à l'IS. La SARL de famille, c'est la même chose. Sauf que la SARL de famille, son avantage, c'est justement de ne pouvoir rester que à l'IR. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir prodiguer des activités avec une transparence fiscale, alors que la SCI, par exemple à l'IR, ne va pas pouvoir le faire. Un exemple concret. J'ai une société civile immobilière à l'imposition sur le revenu. Je décide de faire de la location meublée, au-delà des 10% tolérés. Voilà. Eh bien, auquel cas, je ne peux pas le faire au travers de la SCI à l'IR. Tout de suite, je vais être requalifié comme une activité commerciale et je vais basculer à l'imposition sur les sociétés. D'accord. En revanche, si je suis dans le cadre de la SARL de famille, eh bien, dans ce cadre-là, la SARL, je peux avoir une activité commerciale, industrielle ou agricole, et ça tombe bien parce que la location meublée, c'est une activité commerciale. Donc, je vais me retrouver avec une structure qui est à l'imposition sur le revenu, avec une activité meublée. D'accord. Donc là, en réfléchissant, on peut dire, c'est génial, ça veut dire que je peux être en association au travers d'une personne morale et je peux faire une activité meublée. La réponse est oui, la SARL de famille. Mais dans la SARL de famille, il y a une subtilité, il y a deux familles. Ça signifie, contrairement à la SCI, que dans la SCI, je peux m'associer avec qui je veux, une personne morale, une personne physique, une personne qui est étrangère, pas de problème. Mes enfants, mon conjoint, aucun problème. La SARL de famille, ce ne sont que des personnes qui ont un lien de parenté allant jusqu'au 4e degré. D'accord. Alors là, ça implique quelque chose, parce que ça veut dire que demain, je veux, par exemple, on crée une société ensemble. Alors, on sait qu'on n'a pas de lien de parenté, donc on ne pourra pas créer de SARL de famille ensemble. Tout à fait, oui. Voilà, donc il nous reste le choix, alors il y a d'autres structures commerciales qui existent, mais on parle de la SCI et de la SARL, donc il nous reste le choix de la SCI, et si on veut faire de la location meublée, on sait que ce ne sera pas de la SCI à l'IR, mais à l'IS. Donc, premier choix entre les deux, pour définir lequel est le plus adapté, c'est observer à la fois l'activité et en même temps la relation qui nous unit au regard de la loi. D'accord. Deuxième chose que nous devons regarder, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cadre où on ne respecte pas ça. Imaginons, j'ai une SARL de famille, elle est à l'IR et je ne fais pas de la location meublée, mais de la location en nu. Auquel cas, je ne respecte pas le caractère commercial et si j'ai un contrôle, eh bien, je basculerai automatiquement à l'imposition sur les sociétés. D'accord, donc tu fais de la location nue en SARL de famille. T'es retoqué,
en imposition sur les sociétés. Donc, ça veut dire que la SARL de famille, ce n'est que pour une activité commerciale purement uniquement. commerciale. Ok. Voilà. Donc là, ça veut se dire, ah, très bien, ça veut dire que si je veux faire de la location nue, mais que je veux être associé avec une personne, ce n'est plus la SARL de famille, c'est la société civile immobilière, imposition sur le revenu. Donc, on comprend bien qu'il y a le lien de parenté qui rentre en ligne de compte, et après, il y a l'activité qui sont indissociables. D'accord. Ok. Deuxième point, c'est au niveau de la responsabilité. Dans une SARL de famille, c'est société à responsabilité limitée. C'est-à-dire que les associés sont engagés à la hauteur de leurs apports. On va y revenir dans quelques minutes. Parfois, il y a des entités, des créanciers qui contournent ce système-là, mais pour l'instant, on en est là. Je suis protégé à hauteur de mon apport. Pour la société civile immobilière, c'est différent puisque les associés sont indéfiniment responsables à la hauteur de leur patrimoine. Donc, enfin même pas d'ailleurs à la hauteur de leur patrimoine, en engageant leur patrimoine. C'est-à-dire que si la SCI allant une dette de 200 000 euros, qu'on est deux associés, bah, techniquement on est responsable à hauteur de 200 000 euros. D'accord. Alors que sur la SARL, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que oui, si tu as mis 10 000 euros d'apport par associé, tu es responsable à hauteur de 10 000 euros d'apport. Alors, c'est vrai pour la plupart des créanciers. Sauf qu'on va prendre un exemple qui concerne certainement la communauté et les investisseurs, c'est qu'est-ce qui se produit généralement. La première dette qui vient dans une société qu'on veut faire de l'investissement immobilier, qu'est-ce que c'est? L'emprunt bancaire. L'emprunt bancaire, absolument. Et qu'est-ce que les banques font quand elles ont une personne morale en face d'elles? Eh bien, elles prennent en caution. Donc, elles vont venir contourner la responsabilité limitée de la SARL et elles feraient la même chose d'ailleurs avec une société civile immobilière pour éviter de perdre du temps et pour pouvoir tout de suite aller chercher le capital où il se trouve ou par qui il est détenu. Donc, on voit bien que la responsabilité limitée que propose la SARL, elle est réduite. Voilà. Il y a d'autres éléments à prendre en ligne de compte pour différencier les autres statuts. Dans une SCI, on va prendre ce premier exemple, le gérant, il n'a pas forcément une rémunération. On va prendre la SCI à l'imposition sur les sociétés, par exemple. Donc, je suis gérant, je n'ai pas de mandat de gérance avec une rémunération, donc je suis bénévole, et ça s'arrête là. À la fin, j'ai un résultat qui est net, on va dire, de 50 000 euros. Et si je veux sortir ces 50 000 euros, eh bien, je vais payer le prélèvement forfaitaire libératoire. Généralement, c'est l'option que les personnes retiennent. Et je vais donc intégrer sur mon compte personnel ces revenus-là, qui ont déjà été fiscalisés par le prélèvement forfaitaire libératoire. C'est tout. Quand je suis dans le cadre d'une SARL de famille, c'est un peu plus compliqué, parce que le gérant, s'il se retrouve associé majoritaire, toi et moi sommes de la même famille, nous sommes associés, j'ai 70% des parts, tu en as 30%. Eh bien, sur le mandat de gérance que je vais avoir et sur les dividendes que je vais prendre, dans les deux cas, je paierai des cotisations sociales. Et ça change tout. Parce que, admettons qu'on décide que moi, je vais m'occuper plus de la SARL. Et auquel cas, eh bien, je vais m'allouer un mandat de gérance. Donc, sur les dividendes, toi, tu vas avoir, par exemple, on a une répartition 70-30. Donc, on va se dire que j'ai sur 10 000 euros, 7 000 euros et tu as 3 000 euros. Et sur le mandat de gérance, chose sur laquelle je n'aurais pas nécessairement payé, en tout cas, de cotisation à terme, eh bien, dans la SARL, là, je prends 5 000 euros. Eh bien, je vais payer des cotisations sur les 5 000 euros et je vais également payer des cotisations sur les dividendes. Donc, sur les 7 000 euros, je vais payer plus de 40% de cotisations sociales. Chose que je n'aurais jamais payée dans une société civile immobilière. D'accord, ok. Donc, il y a quand même un gros changement pour le gérant. Parce que concrètement, la différence, ça va représenter quoi? Simplement, ça va être… À 40% de cotisation. Donc, c'est pas neutre comme calcul. Donc, ça, c'est pour le gérant majoritaire. Il y a d'autres subtilités, d'accord? Mais dans les grandes lignes, déjà, c'est ça. Donc, on a l'activité, pour l'instant, on a le lien de parenté, on a les cotisations sociales. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de la vente sur le bien? Si je suis dans une SCI à l'IR, on le sait, les particuliers bénéficient du régime de faveur par rapport à la durée de détention. 22 ans pour une exonération sur la partie des impôts et 30 ans si en plus on veut enlever les prélèvements sociaux. Donc une exonération totale au bout de 30 ans. Pour une SCI à l'IS, eh bien, au moment de la plus-value, on constate les amortissements et donc il y a une plus-value à court terme et à long terme et du coup la plus-value générale elle est réintégrée dans le cadre des plus-values professionnelles, donc soumises à l'impôt sur les sociétés.
Donc barème 15% et 28%. Bon. Pour la SARL de famille, et c'est là toute la subtilité, c'est qu'il y a 3 cas de figure, j'ai envie de dire, qui sont possibles. Premier cas de figure, la société, la SARL familiale, eh bien, elle est allouée à une activité qui n'est pas à prépondérance immobilière. Je prends un exemple concret, un garagiste, il a son garage et il a investi dans les murs de son garage. D'accord. Voilà. Ce n'est pas le cas qui nous intéresse le plus, Ouais. d'accord. Mais dans ce cadre-là, c'est une typologie de fiscalité. Ouais, D'accord. c'est-à-dire qu'il a monté une structure type SARL de famille pour acheter les murs de son activité. Voilà. Mais ça ne représente pas plus de 50% Ouais, c'est ça. de l'actif de Ok. son bilan sur la SARL. Ok. Voilà. Très bien. Donc, première chose, on ne va pas parler de cette fiscalité-là, ce n'est pas celle qui nous intéresse, on s'adresse aux investisseurs. Par contre, les investisseurs, donc SARL de famille, prépondérance immobilière, on appelle ça une SARL de famille immobilière. Dans ce cadre-là, ce qui se produit, c'est qu'en fonction du statut de l'associé qui détient les parts, eh bien, c'est la plus-value qui s'applique. Donc, quels sont les statuts possibles? Vu qu'on est en transparence fiscale, eh bien, et que c'est du meublé, eh bien, il y a le loueur meublé non professionnel, LMNP, ou alors le loueur meublé professionnel, LMP. Des statuts normalement qui sont connus. Voilà. Donc, c'est très simple. La plus-value qui va s'appliquer dans le cadre de la cession de biens immobiliers, eh bien, c'est la plus-value qui est en lien avec le statut de la personne associée. D'accord. En sachant que dans une même structure, donc les SARL de famille, on peut tout à fait avoir un associé qui est au LMNP et un associé qui est au LMP. D'accord. Eh bien, la plus-value sera retraitée d'accord, de chacun des côtés de manière à ce qu'elle soit appliquée en fonction de la En fonction du qualité statut. Ouais, d'accord. Très bien. Complètement. Ok. Et donc, ça me permet de faire le lien avec les revenus, puisque dans la SCI qui est soumise à l'imposition sur le revenu, ce sont des revenus fonciers puisqu'on est en location nue. Oui. Voilà. Sur la SCI à l'imposition sur les sociétés, eh bien, c'est un traitement qui est soumis à l'imposition sur les sociétés. Ouais. Donc Voilà. 15% jusqu'à 38 120 de bénéfices, hein, c'est ça, ouais. Et 28 après. Et 28% après. Alors que sur la SARL de famille, eh bien, on va déclarer du BIC. Et donc, sur les revenus, ça sera encore en fonction de la qualité de l'associé, D'accord. qu'il sera en LMNP ou en LMP. D'accord. Voilà Ok. déjà quelques... Ouais, ça fait une sacrée différence de traitement en fonction du choix que tu fais en fait. Hein. Exactement. Ouais. Alors, après, si on voulait aller plus loin, parce que là, c'est vrai qu'on donne de la technique, mais c'est des questions qu'il faut se poser finalement. Ouais. Alors lesquelles? Les premières questions à se poser, c'est quel est mon objectif, premièrement? Ok. Si mon objectif, c'est de développer du patrimoine avec ma famille, d'accord, les deux options restent ouvertes. Ouais. Voilà. Par Ok. contre, on sait tout de suite que si je n'ai pas vocation à conserver de l'actif avec ma famille ou développer avec ma famille, ou j'intègre le fait que ça soit une contrainte. Deuxième chose, il faut également intégrer, et c'est une question que je dois me poser, est-ce que dans le développement de mon patrimoine, si je veux mettre en place des personnes morales, donc des sociétés, est-ce que j'ai vocation à développer un réseau en intégrant une holding? Puisque la holding, c'est une personne morale, Ouais. par définition, elle n'aura pas un lien de parenté avec un des membres de la SARL de famille, et Tout ça à veut fait. dire que la SARL de famille ne pourra jamais être intégrée dans une holding. Tout à fait. Seulement les SCI, Ouais. qu'elles soient à l'IR ou à l'IS. Ouais, donc Donc- ça s'inscrit dans une réflexion globale sur une stratégie patrimoniale en fait. Exact. Après, on en a parlé en début de vidéo, l'activité. Hum. Est-ce que je veux faire du nu? Est-ce que je veux faire du meublé? Et je veux préciser que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut tout à fait, si on veut faire du nu, créer une SCI à l'IR avec un bien immobilier dedans et le louer à une SARL de famille. Par exemple, C'est oui. une possibilité. Il y a plein de montages qui sont possibles. Mais en tout cas, il faut se poser ces questions-là. Et souvent, c'est ce qui manque aux investisseurs, c'est de dire, bon, il existe ces options-là, il faut que je balaye plusieurs thématiques. Malheureusement, je n'ai pas toutes les connaissances, tous les savoir-faire, toute la vision à la fois comptable, fiscale et d'investisseur pour faire le bon choix. Ouais. Et donc, j'espère qu'au travers déjà cette vidéo, on aura contribué un peu à élever en tout cas certaines réflexions qu'on peut avoir. Je pense qu'on a donné un peu de réponse Un quand peu même de à ces matière. questions. Ouais, Et puis après, derrière, il y a la zone commentaire pour poser éventuellement Tout à quelques fait. questions s'il y a besoin. Ouais.
Il me semble que tu offres 1 heure d'intervention en séminaire sur la SCI. Oui, complètement. C'est ça, hein, il me semble. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la SCI, vous avez donc 1 heure d'une intervention de Luc complète en séminaire. Donc, on vous met le lien en fait sous la vidéo. Vous avez juste à vous inscrire et puis vous accéderez directement à la vidéo où tu traites de façon un peu plus large justement de ça. Oui, on parle de la SCI, et puis même si après les personnes étaient vraiment intéressées pour ce type de comparatif ou même davantage sur la SCI, on a développé une formation de plus de 20 heures, 25 heures, on en est de tournage sur la SCI, c'est extrêmement exhaustif. Juste sur la SCI, 25 heures. Juste sur la SCI, on reprend vraiment les B à bas. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est néophyte, on explique qu'est-ce que c'est un associé, qu'est-ce que c'est une personne morale, qu'est-ce que c'est un amortissement. Et on monte crescendo tout au long de la formation pour qu'à la fois ça ne soit pas juste ennuyeux de la théorie et puis qu'on ne comprenne pas, mais que ça soit appliqué pour des investisseurs pour qu'à la fin déjà les personnes se disent ok, qu'est-ce que je fais? Une SARL, une SCI, dans la SCI c'est à l'IR, c'est à l'IS, les avantages, les inconvénients. Et les personnes repartent avec vraiment quelque chose qui est complet et surtout où ils sont autonomes. Bah, c'est vrai que souvent… tu sais, il y a un réflexe qui revient souvent et qu'on me pose en séminaire, enfin en question en tout cas, c'est est-ce que je dois créer une SCI? Oui, non. Tu vois, et ça s'arrête là la réflexion. Et où on m'a dit de faire une SCI, tu vois. Et il y a rarement la réflexion, alors c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais ça va rarement plus loin, ça va rarement. Alors que comme tu viens de le montrer, je pense qu'il y a quand même une réflexion bien plus globale et bien plus approfondie à avoir en fonction d'un objectif, d'une stratégie, et que c'est important de se poser, quoi. Pour aller plus loin et pour partager quelque chose qui est essentiel à comprendre, c'est il y a un mythe qui est réalisé autour de la SCI qui est partiellement faux. Et ça, c'est véhiculé, les quelques mythes qui existent. Et oui, le financement avec la SCI, on l'obtient beaucoup plus facilement avec la banque parce que c'est une société et que les banques préfèrent. C'est faux. Ouais, il y a quelques cas où c'est vrai, mais majoritairement, c'est faux. La SCI, c'est un outil patrimonial. C'est-à-dire que la première chose, c'est que ça va servir à développer son patrimoine, à le gérer, à l'administrer, à organiser la transmission, la donation. Et en ce sens, il y a vraiment des belles stratégies qu'il y a à faire. Et par effet de conséquences, il y a certaines dispositions fiscales qui sont intéressantes. Mais si le seul motif, la seule volonté de créer une SCI, c'est de bénéficier de faveurs fiscales, il y a de fortes chances qu'on se refasse qualifier par l'administration. Donc il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus complexe que juste la question que tu te posais. Oui, non. Ça rentre dans une démarche qui est plus large. Ça intéresse beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il existe, je suis même quasiment sûr pour avoir regardé, des formations de niveau de détail et de qualité qui soient adaptées à tous comme on a pu la créer. Ouais, et puis surtout, enfin après c'est pas pour dénigrer, mais c'est vrai que souvent en plus les personnes qu'on va traditionnellement voir, vers qui on se tourne traditionnellement pour avoir ce genre de conseils, ne sont pas toujours compétentes sur le domaine. Donc c'est vrai que c'est quand on est investisseur, enfin moi en tout cas pour m'être posé vraiment la question, je pense que c'est une vraie réponse que tu apportes et que vous apportez sur le sujet en tout cas, quoi. Complètement. Voilà. Donc écoutez, si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer, ne serait-ce que pour voir l'intervention de Luc en séminaire qui vaut déjà le détour à elle toute seule. Et puis vous aurez également plus d'informations sur cette fameuse formation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bon investissement. Plein de bons investissements. Merci à toi Luc d'avoir répondu présent pour cette interview. Merci de m'avoir reçu. À la prochaine. À la prochaine. Et merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut.